Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes sans vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement par les choses vues récemment. Et pour ce qui est du récemment, on est en plein dedans puisque ça remonte à hier soir où je suis allé au cinéma découvrir la nouvelle adaptation du roman de Matheson, L'homme qui rétrécit par Yann Kounen avec Jean Dujardin, à l'initiative d'ailleurs de ce dernier d'après ce que j'ai cru comprendre. Le film m'avait été clairement survendu par les critiques. J'avais vu aussi que les copains youtubeurs avaient tous, enfin j'ai l'impression, adoré. Et je sentais super bien. Yann Kounen, il y a des films que... Voilà, qui me passent un peu à côté, mais j'ai énormément aimé son adaptation du roman de Bec BD 99 francs à l'époque de sa sortie. Ça reste aujourd'hui un film que je trouve vraiment fabuleux. Voilà, par exemple. Après le reste, bon, j'aime bien Doberman, mais je trouve que ça pas super vieilli, contrairement à 99 francs qui a pas pris une ride. Je le sentais assez bien, j'aime beaucoup Jean Dujardin en plus, donc voilà. Et j'adore le roman de Matheson, c'est vraiment un récit qui m'avait bouleversé adolescent quand je l'ai découvert. Et je vénère la première adaptation des années 50, voilà, c'est un film que j'ai vu, revu, etc. Et j'ai découvert la télé au cercle de minuit ou je ne sais quoi, la cinéma de minuit, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur France 3, comme ça. Je suis presque sûr que c'était dans ce cadre-là que je l'ai découvert gamin. Ça reste un classique que je vénère hein, totalement. Et ce que je trouvais encourageant, c'est que voilà, dans les retours que j'avais lus notamment, l'adaptation de Kounen s'éloignait pas mal de celle justement américaine des années 50. Voilà, il y avait des éléments, par exemple du roman, qui n'a pas retenu pour appuyer certaines choses. Je trouvais ça super intéressant en fait. Voilà, c'est pas juste une adaptation, comment dire, classique. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Alors, rien qu'à ma gueule, là, vous voyez que c'était, j'ai pas adoré, contrairement à ce que j'avais prédit. Hein. Moi, je me voyais déjà en train de sabrer le champagne. J'avais préparé mon petit paquet de confettis. Enfin, non, vraiment, c'est bien. Voilà, le film est très bon. C'est très compliqué de dire que c'est pas bon, parce que objectivement, ça joue très bien. La musique est magnifique. Même si un peu très présente, mais ça a du sens dans la mesure où il y a extrêmement peu de dialogue, évidemment. C'est alors la photo, enfin la réal en fait en elle-même, j'avais lu et entendu, enfin que c'était extraordinaire, vraiment magnifique. Je n'ai pas trouvé. Alors voilà, c'est totalement subjectif, hein, c'est mon avis de petit merdeux, mais non, j'ai pas senti, par exemple, l'immersion qui était décrite par certains papiers sur, voilà, sur la réal. Il y a même des moments où j'ai trouvé que c'était trop cru. Je veux pas spoiler, mais voilà, il y a des séquences qui auraient pu être vraiment belles ou poétiques, je trouve, et qui, sur moi, n'ont pas du tout fonctionné. Voilà, une séance, si je peux quand même dire 2-3 éléments, dans un aquarium, ou même séquence du chat, voilà, le chat d'ailleurs qui est sur une des affiches, alors que sincèrement il apparaît un quart de seconde, et que c'est pas une scène très importante, enfin bon, bref, je chipote. Néanmoins, donc oui, voilà, ouais, l'image, en fait, j'ai pas trouvé que c'est super beau, alors que je m'attendais à être ébahi, oui. Et des choix qui ont été faits, que je respecte, que je salue, etc., mais que je n'ai pas apprécié personnellement. C'est pas des arguments pour, comment dire, pour dénigrer le truc, et d'ailleurs je vais pas le faire, mais sur moi, ça ne m'a pas satisfait, quoi. Par exemple, Kounen et Dujardin ont pris la décision de complètement effacer l'épouse du protagoniste dès le moment où voilà, enfin où vraiment il devient petit, et même enfin trop petit je veux dire, pour pouvoir continuer à vivre normalement. Il y a des liens qui sont faits dans le livre et qui sont faits également dans la première adaptation des années 50 que je trouve extrêmement important et terrible, enfin qui te brise le cœur, c'est atroce quoi, et qui sont liés à ce qu'on montre et ce qu'on raconte de son épouse. Là, on décide très vite de la mettre en retrait, enfin, complètement, pour se focaliser sur lui. C'est un choix intéressant, et je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé, qui ont trouvé que c'était au contraire super efficace, tout ça.
Moi, non. Sur moi, non. La voix off. Alors, la voix off, moi, il y a des moments où j'adore, hein, il y a des moments où c'est compliqué. Là, j'ai trouvé que c'était très très lourd. Lourd dans le sens pas subtil. Au début, c'est top. J'ai apprécié ce qui est dit. Enfin, c'est très philosophique. Et ça parle, hein, enfin... et puis, à un moment, c'est trop. Pour moi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, oh là là, putain, philosophe du... Bon bref, mais voilà, du coup ça ne marchait plus sur moi. Même vers la fin par exemple, on a à nouveau des grandes tirades, un truc avec sa fille, tout ça. Oh, j'ai trouvé ça pas gnangnan, mais enfin si en fait. Ah non, j'ai pas vraiment apprécié et ça m'a pas touché, ça m'a pas ému. Donc voilà, une petite déception. Je passe sur quelques éléments qui m'ont perturbé, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. Qui sont de l'ordre de la crédibilité de la chose. Faudra m'expliquer par exemple pourquoi, alors que on prend grand soin de montrer qu'il y a un moment il est trop petit pour avoir des habits même de poupée et que donc il découpe des bouts de tissu, enfin voilà. Et par contre il a des magnifiques petites pompes à sa taille, hein. Des petites chaussures nickel. Il y a même une scène où il est agenouillé et on voit en dessous vraiment la semelle avec les petites empreintes, enfin d'une paire de chaussures classiques. Or, c'est des chaussures qui devraient donc mesurer, je sais pas, 3 mm. Je me suis dit, c'est dommage, c'est quand même vraiment dommage, parce que moi, ça m'a perturbé, ça m'a sorti du film presque, pendant un moment. Et je me disais, mais ce serait tellement simple, en fait, de rester réaliste, enfin, réaliste, pas réaliste, cohérent, voilà, c'est ça le mot que tu cherchais, espèce d'incompétent, en lui faisant par exemple des chaussures avec des bouts de tissu aussi, c'est ce qui se serait passé si c'était arrivé voilà, quelqu'un. Et là, ouais, il a ces petites chaussures en cuir, super fines, magnifiques, et d'ailleurs il en change plusieurs fois, mais à chaque fois on voit bien que c'est des chaussures toutes nickel, hein, c'est pas des trucs qu'il a bricolé lui-même. Ah, c'est compliqué. Voilà, bon après, tout d'un coup il en a plus, puis je sais plus quoi, enfin bon... C'est dommage parce que voilà, c'est vraiment un détail, hein. Je dis pas que je vais pas adorer le film à cause de ça, mais ça s'ajoute à plusieurs trucs. De la même façon, voilà, il y a une ou deux séquences où on nous montre pas comment il s'extirpe d'une situation et pour moi c'est impossible. Alors micro spoiler, mais comment sort-il de l'aquarium par exemple? On ne le voit pas. Et quand on a des plans larges, on voit aucune issue. Enfin, il n'y a aucun moyen qu'il ait pu... ou alors, je sais pas, il a fait un bond dans les airs en jaillissant de l'eau. C'est impossible. Bref, voilà les petits trucs. Hein. Mais globalement, tout en ayant apprécié le visionnage, j'ai trouvé le temps un peu long, alors que ça dure qu'1h40. Je m'attendais à beaucoup mieux, voilà, enfin mieux, pas factuellement, mais mieux par rapport à mes goûts à moi, mes sensibilités. Je pensais être beaucoup plus ému, beaucoup plus émerveillé par la réal. Et non. Donc c'est bon, hein, c'est pas un mauvais film, ça mérite totalement d'être vu, etc. Je vous le recommande, mais c'est pas un coup de cœur du tout pour moi. Et ça, c'est une grosse surprise. Donc voilà. Bon, L'homme qui rétrécit, petite déception. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? J'ai vu également la mini-série Netflix Le Monstre de Florence, qui revient sur la traque d'un tueur en série qui a commis 9 doubles meurtres entre la fin des années 60 et le milieu des années 80. Une affaire toujours irrésolue. Alors, on n'a jamais su réellement qui c'était. Là, on va explorer de façon assez intelligente à travers les épisodes. Il n'y en a pas beaucoup, il me semble, hein. Toutes les hypothèses. Donc... voilà ce qui se serait passé si c'était lui, voilà comment ça se serait passé si c'était plutôt lui, enfin, etc., etc. Et à chaque fois, c'est vraiment plausible. Enfin, c'est bien fichu, quoi, on va dire. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Un petit reproche, c'est qu'il y a, de mon point de vue, trop de scènes de fesses, mais voilà, moi, vous savez que ça me... Enfin, vous savez, ou pas, hein, mais j'en parle de temps en temps. Les scènes de fesses, enfin, ça m'intéresse pas du tout dans les films, enfin, ça me fait chier, enfin, surtout si c'est long, alors, vraiment, non. Et là, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, où, voilà, ça appuie un peu fort pour, j'allais dire racoler, c'est le sentiment que j'ai, quoi, mais bon, peut-être pas, je ne sais pas. C'est un tout petit, comment dire, défaut, hein, mais globalement, c'est très bon, totalement recommandable. J'ai également regardé le film Dead of Winter, avec Emma Thompson, réalisé par Brian Kerr, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai vu qu'il a réalisé notamment quelques épisodes de la série Dexter, ainsi que de Game of Thrones, donc c'est pas
un incompétent. Et ce film est très beau, très très beau, un genre de survival, hein, on pourrait dire, enfin thriller survival, sur une vieille dame qui... alors je sais plus c'est dans quelle zone de... enneigé, enfin voilà, où la vie est très difficile. Il y a des grands, des grandes étendues de forêt, les maisons sont complètement planquées, enfin au milieu des arbres, tout. Bon. Cette dame va partir pêcher sur un lac gelé et elle va être témoin, comment dire, d'un kidnapping, enfin voilà, enfin, en gros je voudrais pas vraiment pas spoiler, mais bon ça c'est le début. Voilà, je vois une fille en fait qui essaye de s'échapper tout d'un coup, quoi, qui surgit des arbres, au milieu des arbres, et il y a un type qui la rattrape et qui la tire comme ça, enfin donc que faire, partir à son secours, enfin essayer de la sauver. Et là, toute une aventure commence. J'ai bien apprécié, sauf, comment dire, il y a une tonalité un peu niaise, qui est propre, enfin pas niaise, mais un peu gâteuse, quoi. Propre au caractère de cette dame. Il y a des moments où c'est un peu relou, quoi. Mais sinon, en fait, c'est très classique. Voilà, c'est très scolaire, très classique. Mais c'est beau, hein. Alors, la réelle est magnifique. T'es régulièrement déconcentré par la beauté de ce que tu vois, les paysages, tout. Et il y a quelques scènes très cool, hein, quand même, je précise, d'action. Mais sinon, globalement, c'est pas ultra original. Et hormis quand même cet élément un peu niais, lié à voilà, une histoire d'amour qu'a eu cette vieille dame avec l'homme de sa vie, bon tout ça. Bon, je trouve qu'on y revient beaucoup, ça s'appuie un peu trop. C'est quand même, ça mérite d'être vu. Enfin voilà, il y a quelques scènes spectaculaires comme j'ai dit, et la fin, à part cet aspect-là, elle est très satisfaisante. Enfin c'est assez cool. Voilà, il se passe pas mal de trucs spectaculaires. Et ah oui alors putain, ça par contre je vous le déconseille de ouf, Coyote. Mais est-ce que vous alliez vraiment lui donner sa chance? C'est pas sûr. Donc Coyote, film totalement barré, en mode fun, horrifique. Et j'ai sous-estimé l'aspect fun en le lançant. C'est dommage. Ça rejoint tous ces films où tu te dis, ça aurait été tellement génial si ça avait été fait sérieusement. Voilà. Le pitch de base, c'est on est dans les collines d'Hollywood, enfin en bas en fait, hein, là où il y a toutes ces magnifiques villas, etc. En plein Los Angeles, et à cause des feux qui ravagent donc les hauteurs, des hordes de coyotes fuient et envahissent les zones résidentielles et sont donc, représentent donc un danger réel pour les habitants. Le pitch, il est génial. Enfin, moi, j'imagine très bien un film, pas à la Cujo, tu vois, mais un truc peut-être un peu horrifique, je veux dire, mais bien flippos, voilà, sur ce thème-là. Et là, dès la scène d'intro, tu comprends que ça va être la fête à la gaudriole, mais alors vraiment, magnifique, magnifique rire. Bon, c'est humoristique à balle, mais humoristique pas drôle. Enfin, moi, des fois, il y a des trucs qui me font rire. Hein. Mais là, c'est vraiment laborieux, j'ai trouvé. Enfin, c'est pas finaux, quoi. Ce qui est étonnant, parce que, parallèlement à ça, tu constates assez vite qu'il y a de l'argent. Hein. Il y a quelques scènes qui ont coûté de la thune, notamment par rapport, je veux dire, à des événements météorologiques. Vous verrez à quoi je fais référence si vous regardez le film. Le souci, c'est que, alors au début, on a quelques scènes avec des vrais coyotes, et c'est génial. Mais c'est super beau et tout, quoi. Je me suis dit, waouh, rien que pour ça, je vais quand même essayer de le regarder en entier. Et puis, à mi-chemin, enfin peut-être un peu avant, au bout de 40 minutes, c'est comme ça, première scène vraiment d'attaque filmée, et là, mais les gars, vous n'êtes pas prêts. Alors, CGI, mon ami, mais alors CGI, pas cher, hein, on va dire. Donc tu te retrouves avec des coyotes, on dirait Bip Bip et le coyote, et des effets spéciaux, voilà, avec en plus des séquences complètement ridicules, donc qui sont amenés à te faire rire, hein, voilà. Micro spoil, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Il y a un mec qui se fait croquer les doigts, et c'est totalement impossible. C'est-à-dire que le coyote il est en face, il fait croque, et le mec il a sa main comme ça, il fait oh, et il lui manque 4 doigts, enfin, mais sectionnez là, enfin, un requin blanc, ouais, je veux bien, ouais. Un coyote, non, franchement. Ou alors pour qu'il y arrive, il faut vraiment que tu te débattes, que tu tires, enfin. Et là, en fait, il fait croque et pouf, plus de doigts. Ridicule. Et surtout, le coyote, oh, là, le coyote, tu l'as en gros plan, il est couleur fluo. Et tu te dis, mais c'est quoi ce coyote? On se croirait vraiment dans une fusion entre
scène filmée et animée, quoi. Genre, qui veut la peau de Roger Rabbit, tu vois, avec un coyote animé, quoi. C'était immonde, et là j'ai arrêté. Là j'ai arrêté parce que vraiment, waouh, ça devenait n'importe quoi. Enfin, je sais pas quel était l'objectif de ce film, mais c'est pas un truc pour me séduire. Et je vais conclure en remerciant l'un d'entre vous qui m'a recommandé vivement la mini-série Black Rabbit sur Netflix avec Jude Law et Jason Bateman. Jason Bateman que j'adore, que j'avais découvert dans la série Ozark, fabuleuse série si vous ne l'avez pas vue, et d'ailleurs qui réalise beaucoup des épisodes. J'allais dire tous, mais je crois pas tous, mais un sacré paquet. Et merci parce que j'ai été passé complètement à côté. Alors voilà, la série clairement elle cartonne pas, enfin ou pas comme elle le mériterait. Et du coup je m'y suis mis grâce à la personne qui m'avait dit il faut absolument que tu donnes sa chance à cette mini-série. Et je vous la recommande tellement les amis, absolument génial, un régal, je l'ai binge-watché comme un porc. Jude Law, mais incroyable. Bon, Bateman il est parfait comme toujours. L'histoire de deux frangins dont l'un est en train de réussir, ouais, mais avec quand même beaucoup de fragilité, enfin des trucs pas très nets et tout, et il est le proprio d'un bar-restaurant, club, tout ça, qui s'appelle le Black Rabbit, donc, qui est à New York, si je dis pas de conneries, et tout d'un coup réapparaît son frère qui avait fui, on va comprendre pourquoi, quelques années auparavant, interprété donc par Jason Bateman, pardon, et lui c'est donc un cauchemar ambulant, mais c'est pas sans raison, voilà, donc il revient, et en revenant, il ramène plein de merde du passé. C'est très bon, très bon, vraiment j'ai adoré Black Rabbit, donc merci beaucoup pour cette reco, c'est très loin d'être la première fois que je fais de belles découvertes grâce à vous. C'est aussi ça qui est cool avec ce concept de JDV, et voilà, j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. En parlant de mort de personnes marquantes artistiquement, pardon, je me suis fait une réflexion il y a peu sur le nombre d'adaptations à l'écran au sens large de Stephen King, et je pense qu'on n'est sûrement pas loin d'un record absolu. Moi je te confirme, encore deux il y a quelques mois, l'Institut et Marche ou Crève, voire des séries originales spin-off à gogo, Bienvenue à Derry, ah ça j'ai trop hâte, Bienvenue à Derry, j'espère que je vais pas être déçu, mais j'ai vraiment hâte, je sens bien. Penses-tu que sa mort prochaine, je lui souhaite pas, mais on approche des 80 piges, va lui accorder la validation et le statut d'auteur incontournable du fantastique, ou sera-t-il toujours catégorisé par l'élite comme romancier de gare? Penses-tu qu'à l'instar d'un Lovecraft, il sera encore lu dans 100 ou 200 ans, et que des adaptations seront toujours projetées, qu'est-ce que tu m'as dit? Ouais, projeté à l'écran. Pareil pour de nouvelles générations. Voir que les auteurs poursuivront son œuvre, ah oui, ou se réclameront de son univers si particulier. En gros, Stephen King est-il un auteur intemporel, ou son succès est-il simplement inscrit dans ses années de vie? C'est une question super intéressante. On n'a jamais vu ça. Alors, je sais plus avec qui j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Enfin, du succès ininterrompu de cet auteur, avec j'allais dire des hauts et des très hauts, parce que sincèrement il n'y a jamais eu de bas quoi, dans les ventes, hein, je veux dire, hein, de Stephen King. Depuis, waouh, enfin c'est au début en fait, hein, quasiment. Et les adaptations effectivement entre les films, les séries, les téléfilms, je pense qu'on n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu avec aucun auteur. Et c'est totalement historique. C'est sûr que lorsqu'il va nous quitter, ça va faire un gros choc, j'allais dire dans le monde des amoureux de l'horreur et tout, mais enfin dans le monde tout court, hein, évidemment. Parce que en termes de célébrité et de vente, je pense qu'on n'aura plus jamais, mais vraiment, je peux me gourer, hein, mais j'imagine très mal que ce soit possible de se reproduire. On n'aura pas un deuxième Stephen King à l'avenir, je pense. Lovecraft, tu parles de Lovecraft, à l'instar de Lovecraft, sera-t-il lu dans 100 ou 200 ans? J'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il sera énormément lu dans 100 ou 200 ans, alors si tant est qu'il y a encore des livres et que les gens lisent, hein. Par contre, c'est que vraiment pas sûr, hein. Et ce qui sera fou, c'est que, contrairement à Lovecraft, qui n'a jamais été reconnu de son vivant, hein, faut pas l'oublier, hein, il était totalement méprisé. Il n'a reçu, à quelques exceptions près, de petites revues que de la condescendance et voilà, et l'ignorance même, enfin du milieu littéraire. Bah là, ce sera pas
comment dire, il n'y aura pas de changement. Tu vois, Lovecraft, tu peux dire finalement, s'il avait imaginé ce qu'il est devenu en termes d'influence, il aurait bugué, enfin, il n'a eu aucun indice que ça pourrait se produire, quoi. Durant sa vie, je veux dire. Donc voilà, après, je pense que oui, il y aura une partie de l'élite qui va retourner sa veste, comme c'est souvent le cas, en disant quel grand romancier, alors que finalement, ils lui auront un peu chié dessus de son vivant tout du long, comme ça a lieu actuellement. Enfin, voilà. Bon, par contre, il faut quand même reconnaître que dans le milieu littéraire professionnel, les haters qui ont été très virulents et très nombreux à certaines périodes, hein, ils la ramènent quand même vachement moins. Enfin, sincèrement. Mais ouais, il y aura des retournements de veste. Et oui, est-ce que les auteurs poursuivront son œuvre ou se déclamant de son univers? C'est certain, il y en a déjà énormément qui sont des auteurs à la Stephen King, hein, qui le disent ouvertement. Hein. Alors, beaucoup d'Américains, mais il y en a même en France, hein, quelques-uns. Enfin, il y en a dans le monde entier, c'est ça que je veux dire. Je pense que oui, c'est un auteur intemporel, complètement. Et que son succès n'est pas seulement inscrit dans ses années de vie, non, du tout. Depuis que tu es enfant, tu achètes des jouets et des figurines sans les sortir de leur emballage. Est-ce que ton intention a toujours été de les conserver comme un investissement pour les revendre plus tard? Si c'est le cas, est-ce que cette démarche vient d'un conseil ou d'une influence de tes parents dès ton plus jeune âge? C'est une question très intéressante là encore, mais alors par contre, tu fais erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas exact, me concernant. Enfant, j'achetais pas de jouets, hein. Déjà j'avais pas d'argent, donc les jouets c'était les anniversaires et Noël, enfin, comme tous les enfants, enfin les enfants n'ont pas de... voilà, d'argent de poche suffisant en tout cas pour s'acheter des jouets. Enfin, moi j'avais jamais d'argent de poche suffisant pour que je m'achète des jouets. J'avais d'argent de poche suffisant pour m'acheter des vignettes pour mes albums de vignettes là, Goldorak, Sankuka, Ulysse 31, tout ça. Des magazines parfois, et encore les magazines c'était trop cher, donc c'était plutôt, je demandais est-ce que je pourrais avoir ce magazine là et tout, les télé juniors, les trucs comme ça. Mais bref. Et ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais conservé la boîte d'un jouet que j'ai eu enfant. Les jouets que j'avais, les figurines, dans la minute où je les avais, j'étais enfant, hein, donc je déchirais la boîte, hop, poubelle, et je jouais avec mon jouet. Hein. Donc je rentre pas dans cette catégorie-là. Je n'ai jamais même imaginé les conserver, et pour cause, j'en ai jeté et perdu énormément. Enfin, plus perdu, en fait. J'ai pas vraiment jeté, j'avais pas cette démarche-là, mais... ma mère a jeté beaucoup de mes jouets sans vouloir, enfin sans penser à mal, hein, mais quand j'étais ado et que j'étais parti vivre chez mon père, tout ça, elle a fait du rangement, quoi. Elle avait fait des cartons avec des vieux jouets, et hop, poubelle. Après, c'était des années où, c'était les débuts des années 80, enfin, même le concept d'adulte, de kidulte, comme on dit, quoi. Enfin, je veux dire que ça n'existait pas... c'était très rare les adultes qui conservaient des jouets de leur enfance. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment... On est des milliards, quoi. Mais voilà. Donc, elle n'a pas pensé à mal, mais elle a jeté beaucoup de mes trucs. Et il y a quelques trucs qu'elle a ratés parce que je les avais embarqués avec moi. Mais j'en avais embarqué très peu. Voilà, je t'en souvenir un peu comme ça. Parce que moi-même, je me disais pas, je vais les conserver précieusement. Bon. Donc, j'ai pas eu cette démarche. Et donc, elle n'est pas venue d'un conseil ou d'une influence de mes parents du tout. Au contraire. Par contre, pour répondre quand même à cette partie de la question qui est très intéressante, est-ce que ton intention a toujours été de les conserver comme un investissement pour les revendre plus tard? Jamais de la vie aujourd'hui. Parce que, comme voilà, tu poses cette question-là parce que tu t'as vu, j'imagine que j'ai plein de jouets et que j'en ai pas mal, des vieux notamment, qui sont dans leur boîte d'origine, etc. Il va sans dire que, comme presque toutes les personnes que je connaisse et qui ont des jouets de ces époques-là, 70, 80, neufs en boîte, aucun c'est de son enfance. Hein. Aucun. Voilà, c'est que des trucs qu'ils ont rachetés adultes, hein, évidemment. Et moi, c'est pareil. Voilà, moi, je crois que vous en voyez une... putain, ici, là, en haut, là. Il y a Ulysse 31, neuf en boîte. Derrière, il y a Télémac, neuf en boîte, également. En face, il y a le Actarus CJ Arbois, neuf en boîte. Enfin, il y a des trucs comme ça qui datent de mon enfance, des jouets de mon enfance, mais ce sont que des jouets que j'ai rachetés. Le Actarus, je l'avais pété, perdu depuis longtemps. Mon Ulysse 31 que j'adorais, pareil. Donc voilà, c'est des rachats faits adultes. Et tous les gens que je connaisse autour de moi et qui ont des possessions de ce genre, les trois quarts, c'est un peu comme moi d'ailleurs. Hein. On les a récupérés dans les années entre 96 et 98, 19.
dans les toutes premières années de eBay. Voilà. Et d'ailleurs, Internet lui-même était encore très très récent. Enfin, il n'y avait pas énormément de monde qui avait Internet. Hein. Et c'est là en fait qu'on a commencé en fait à avoir des vendeurs pros, hein, évidemment, qui ont proposé à la vente ce type de jouets. Et comme à l'époque, bah, c'était pas encore, le marché n'était pas du tout ce qu'il est devenu dès le début des années 2000, j'ai envie de dire. Donc on trouvait des jouets pas très chers. C'était pas très cher, vraiment. Ça semble fou de dire ça aujourd'hui, mais tu trouvais des trucs, des jouets Goldorak neufs en boîte de l'époque, Ulysse 31 sans cocaïne, tout ce que je disais, ou Albator, machin, pour des sommes ultra accessibles. Hein. Voilà. C'est plus tard que c'est devenu stratosphérique et voilà, aberrant, quoi. Enfin, des prix aberrants. Et alors, je peux pas parler pour les autres, hein, mais moi, j'ai jamais acheté un truc comme un investissement. Moi, ça va mourir, enfin, quand ça va mourir, ça va pas mourir, mais moi, je mourrai entouré de mes jouets. Il n'y a pas de ces pièces-là que j'adore. Je me dis pas du tout, dans 10 ans, je pense que je pourrais faire un bon bénéf. Non, non, moi c'est par amour, c'est par passion, c'est pour l'avoir, le posséder, le truc, quoi. Donc voilà, la valeur, je m'en fiche complet, quoi. Je sais que j'ai un peu tort. Hein. Voilà, des fois, ma chérie même, elle rentre dans mon bureau et elle me dit, niveau assurance, si jamais tout ça prend feu, ça vaut combien en gros, quoi. Et je sais que c'est elle qui a raison. Hein. Parce que, ouais, il y a des choses qui ont beaucoup de valeur et il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas comme ça que... Voilà, moi c'est juste par... c'est le gamin en moi, en fait, hein, qui récupère ces jouets-là, ou qui désire ces jouets-là. C'est pas l'adulte investisseur et tout, quoi. Mais pas du tout. Par contre, c'est le cas de certaines personnes, évidemment, me fais pas d'illusions. Toi qui as vécu les années 80, penses-tu qu'il faisait vraiment mieux vivre dans la société française de l'époque où embellit-on le passé? Non, non, il faisait vraiment mieux vivre dans les années 80 que depuis les 20 dernières années. Là. Voilà, ça se dégrade vraiment encore depuis 10 ans, quoi. Donc voilà, il faisait... je fais pas... C'est pas une réponse politique, hein, mais... pour moi, toute personne qui me dit que non, il faisait pas mieux vivre globalement dans la rue, tout, enfin, dans la société française, dans les années 70-80, par exemple, c'est un menteur. Mais vraiment, un gros menteur. Donc voilà, après, pourquoi, comment, la faute à qui, que peut-on faire, après, d'autres débats. Mais le constat, il est implacable. Enfin, voilà, même autour de moi, d'ailleurs, les gens, qui ont vécu ces années-là, ils reconnaissent tous que ça s'est dégradé, mais c'est de la folie, vraiment. Après, les chiffres le montrent, hein. Les chiffres, je veux dire, de délinquance, je parle de grosse délinquance, hein, pas le vol de ton sac à main, mais des agressions, un truc comme ça, ou même la violence dans les rues, tout ça, c'est une catastrophe. Hein, sans faire mon vieux réac, faut vraiment être... de très mauvaise foi pour dire que non, c'était pareil dans les années 70-80. Donc, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, il y a des choses que je faisais gamin, enfin, ou qu'on me laissait faire gamin dans la rue, dehors, la nuit, tout ça, mais n'importe quand, etc., dans les années, dans le Paris des années 80. Et aujourd'hui, moi, je laisserais pas mon gamin, mais alors du tout, faire les mêmes choses, parce que je sais que c'est plus du tout safe comme ça l'était à une époque. Si une de tes connaissances te faisait cadeau d'un billet pour aller voir en spectacle Patrick Sébastien, non loin de chez toi, est-ce que tu franchirais le pas pour aller le voir? Pas du tout, je n'ai rien contre cet homme-là, que je connais très mal, enfin je connais parce qu'il est très connu, mais je regardais pas Patrick Sébastien enfant, et il me faisait pas rire, déjà, et j'aimais pas ses émissions, j'ai même plus les titres en tête. Après je sais que c'est une figure de la télé française, enfin laisse tomber quoi, de divertissement je veux dire, tellement populaire. Mais moi gamin, tu vois, par exemple j'ai regardé... mais en fait c'est pas pareil, parce que Patrick Sébastien il était présentateur et humoriste, donc non je peux pas comparer. Je regardais pas de... Il était un peu seul dans cette niche, ceci dit pour moi, à l'époque. Je me demande si t'avais pas le Luron quand même qui présentait des émissions à une époque aussi, avant de nous quitter. Mais voilà, bon bref, je n'irai jamais, enfin je vais juste souffrir. Alors vraiment je vais souffrir, parce que vraiment c'est tout ce que... Non, c'est pas possible. Donc non, je n'irai pas. Je dirais, mais en fait j'irai pas, mais voilà, je dirais reprends ton cadeau et fais-en présent à une personne qui va l'apprécier, parce que en fait ce serait gâché, quoi, ce serait dommage. Autant donner le billet à quelqu'un qui va passer un bon moment. Ce qui serait clairement pas mon cas. Peux-tu faire ta bibliothèque idéale, le concept lancé par Adrien de la chaîne
Memo Art d'Adrien en vidéo ici ou ailleurs. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que tu répondrais aux 20 questions. Alors je ne connaissais pas du tout cette chaîne que j'ai découvert en lisant ta question. Et alors j'ai pas eu beaucoup de temps libre, donc j'ai pas regardé ces vidéos, tout ça, mais ça a l'air assez intéressant. Par contre, j'ai vite fait copier les questions, le questionnaire effectivement, la bibliothèque idéale d'Adrien. Et j'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais j'avoue, comme j'avais pas trop de temps, j'espère que j'ai pas fait d'énormes boulettes par rapport à mes goûts, parce que voilà, c'est le genre de questionnaire où des fois il faut prendre ton temps, réfléchir un peu, etc. J'ai réfléchi un peu quand même, hein, mais j'ai fait assez vite. Alors, je trouve ça super intéressant, décidément, en plein de super questions dans ce JDV. Donc je vais te faire ça tout de suite, immédiatement. J'en avais même mis quelques-uns de côté, mais il y en a plein que j'ai pas cherché, parce que je sais plus où c'est tellement de bordel dans le bureau. Niveau bouquin, votre roman préféré, donc c'est les questions, votre roman préféré français. Donc là, sans aucun doute, j'en ai pas. Ça commence bien, bah oui, je suis un littéraire moi, vas-y, qu'est-ce que t'as cru? Je crois sincèrement que mon récit français préféré, c'est Maupassant et le Horla. Voilà, je triche un peu, hein, ce n'est pas un roman français, mais c'est un récit français, une nouvelle. Voilà, je dirais Maupassant avec le Horla. Votre roman étranger préféré? Alors là par contre c'est moins difficile, j'en ai plusieurs bien évidemment. Mais si j'étais obligé de les départager, je choisirais, mais ça ne surprendra personne, Oscar Wilde avec le portrait de Dorian Gray. Le cadeau qui vous a le plus touché, là j'avoue que c'est tellement rare qu'on m'offre un livre que j'ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé de réponse parce que les livres, je me les achète, hein, et vraiment depuis toujours, quoi. Donc, ah si, ok. Le cadeau livre qui m'a le plus touché, c'est un cadeau de ma grand-mère paternelle, dont j'étais très proche. Et qui, quand j'avais 16 ans, comme ça, et que j'allais vraiment pas bien, enfin très... rapport à la vie, enfin c'était très compliqué, j'avais mes raisons, hein, mais voilà, j'avais beaucoup de colère et je lisais des trucs, enfin je m'étais plongé dans Antonin Artaud, comme ça, l'autre Ramon, bref, elle m'a offert je sais plus c'est lequel, un essai de Suran, et bon, je connaissais pas, hein, du tout, et elle m'a dit, ah oui, parce que je lisais aussi... Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, enfin vous voyez, j'étais bien, c'était vraiment la bonne ambiance. Elle m'a dit, je pense que ça pourrait te faire du bien de lire ça. Et elle m'a donné un livre de Suran, je sais plus c'est lequel. Et ça a changé ma vie. Complètement. Donc je dirais que c'est celui-ci, le cadeau livre qui m'a le plus touché. Mais c'est un des seuls que j'ai vécu. Après je parle pas des quand t'es gamin et que tu demandes un livre, ce qui était rare, mais genre à Noël ou à un anniversaire, toi, ça peut arriver. Mais du coup c'est un truc que t'as demandé, du coup c'est pas un cadeau qui te touche particulièrement, c'est pas une surprise, quoi. Là j'avais rien demandé, c'était une surprise totale. Le livre qui vous a fait le plus peur, j'en parle régulièrement, hein, c'est Viens plus près de Sarah Gran. Celui-là, putain. Foiré. Après, ce serait sans doute Cimetière m'avait vraiment mis mal, hein, de Stephen King. Oh, j'avais quoi, 16 ans quand c'est sorti? Je le lisais la nuit en plus. La bonne idée. Wow, il m'a vraiment foutu des glandes. Alors, votre biographie préférée? Alors, biographie... J'aime énormément celle de... J'en ai parlé d'ailleurs il y a moins d'un an en JDV. Celle de Edgar Poe et celle de Lovecraft, vraiment qui sont des ouvrages incroyables. Mais je mettrais... Enfin, j'ai envie de mentir un peu, enfin de tricher un petit peu, et de mettre une autobiographie qui est les mémoires de Lassner. Voilà, j'en parle tout le temps. Voilà, c'est clairement mon autobiographie préférée. Les mémoires de Lassner de très très loin, et je préfère tellement à toutes les biographies que j'ai pu lire, hein, voilà, j'en ai lu quand même pas mal, hein, il y en a pas mal que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le livre qui vous a fait pleurer? Alors au début je me suis dit, mais non, il n'y a pas de livre qui m'a fait pleurer, mec. Et puis je me suis souvenu de deux bouquins, un de Jack Ketchum qui s'appelle Une fille comme les autres, très compliqué. Et j'ai pas pleuré, j'ai jamais pleuré en lisant un livre, mais ça m'a bouleversé au point, enfin genre je pense que c'est l'état le plus proche des larmes que j'ai connu en lisant un livre, tellement c'est ignoble. Je fais d'ailleurs partie de ceux, je l'ai en DVD d'ailleurs, qui aiment beaucoup A Girl Next Door. Alors aimer beaucoup, c'est compliqué de dire ça parce que c'est tellement horrible, mais je trouve très très bien l'adaptation cinématographique qui a été faite de ce livre.
qui est donc une histoire vraie. Voilà. Après, il y en avait un autre alors, que j'avais sorti parce que je suis tombé dessus, en fait, tout simplement. C'est un livre de Jennings Birch qui est très connu aux États-Unis, mais totalement inconnu en France, qui s'appelle On enferme les animaux la nuit. Et que j'ai trouvé, je crois que sur Vinted ou eBay à l'époque peut-être, parce que je l'ai... Non, il n'y avait pas Vinted à l'époque. C'est chez... Tenez-vous bien, la seule édition française que j'ai trouvée de ce livre, c'est une édition France Loisirs. Et je dis ça parce que les éditions américaines étaient ultra chères, enfin bref, donc finalement j'ai trouvé ça chez France Loisirs, et c'est donc un récit autobiographique, hein, d'ailleurs, c'est une histoire vraie, horrible sur l'enfance de l'auteur et comment il a survécu, enfin c'est un parcours dingue, un livre vraiment sur la volonté de survie, enfin c'est magnifique, magnifique, magnifique. Là j'étais pas très loin enfin j'étais bouleversé, vraiment pas loin de la gorge nouée et tout. Et voilà. Et d'ailleurs, alors anecdote, c'est un livre que j'ai découvert grâce à Michael Jackson, voilà, qui adorait ce livre et avait à une époque reçu l'auteur pour parler, en fait, pour discuter, tellement ça l'avait bouleversé Michael, quoi, la lecture de ce bouquin. Et il y a une vidéo qui existe, que vous peut-être trouver sur YouTube, où Michael reçoit Birch chez lui et il lui parle un peu du livre, enfin voilà, c'est absolument génial. Et du coup je vois ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin, quoi. Et après j'ai vu que voilà, c'était un livre qui a été acclamé et tout, et je suis un peu étonné que il soit si peu facile à trouver en France, c'est même très difficile, enfin il n'est pas édité, quoi. À part France Loisirs, je sais pas quoi, dans les années, je sais pas, 80, 70, 80, je sais pas de quand ça date, ça. Donc voilà, je dirais ces deux-là en tout cas, c'est le Ketchum et le Birch. Le livre que vous avez détesté, alors là j'avais pas d'idée, parce que en fait quand je commence à détester un livre, j'arrête de le lire. C'est comme un film, quoi, j'ai pas de temps à perdre, de temps de vie à perdre, quoi. Donc j'arrête et c'est poubelle, enfin poubelle, ou ça dégage en tout cas. Et oui, parce qu'il y a un truc, c'est que je ne supporte pas de conserver un livre que je n'aime pas. Ça m'est insupportable. Vraiment, comme s'il m'envoyait des ondes, genre, ou des doigts comme ça, qui me regardaient en faisant... Voilà, du coup... c'est arrivé que j'achète des livres qui me tombent des mains, quoi, et à chaque fois je me suis débarrassé. Donc j'ai pas de titre, mais c'est arrivé. C'est arrivé peu de fois quand même, parce qu'en principe quand j'achète un bouquin, je suis assez sûr de moi. Des fois t'es déçu, tu vois, il y a des Stephen King qui m'ont ultra déçu, tu vois. Dr. Sleep, pour moi c'est à chier de ouf, par exemple, mais je peux pas dire que je l'ai détesté, c'est exagéré, quoi. Et je l'ai là, tu vois, c'est pas détesté, non, pas du tout. Il y a d'autres livres comme ça, voilà, qui m'ont déçu, tu vois. Il y a des livres de Houellebecq qui m'ont déçu. Mais détester, pour moi, c'est un autre level, quoi. Votre pièce de théâtre préférée, j'en ai pas. J'en ai pas trouvé, j'ai un peu réfléchi là comme ça, mais j'en connais déjà très peu, donc comme ça, voilà. Votre recueil de poèmes préféré, alors là, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, sans l'ombre d'une hésitation. Le livre qui vous a fait le plus rire. Alors, n'étant pas fan de littérature comique, enfin humoristique, j'avais pas trop d'idées. Et puis, je me suis souvenu de tous les fous rires que j'ai eu gamin, pré-ado on va dire, quand j'ai découvert et lu tous les Petits Nicolas de René Goscinny, et je sais qu'il y a plusieurs histoires du Petit Nicolas qui m'ont fait pleurer de rire, voilà, mais vraiment, j'en avais mal au ventre et tout. Je les ai pas relus depuis, je les ai tous les récits. J'avais même acheté il y a quoi, 20 ans, un truc comme ça, là, ils avaient sorti tout d'un coup des inédits, ceux-là je les avais achetés et lus, j'avais adoré. Et je crois que c'est le seul truc, le seul livre, enfin les seuls livres que je pourrais dire, que je pourrais citer, pardon, qui m'ont fait rire, vraiment rire, et parfois rire aux larmes. Le livre qui vous a fait le plus lire. Ouais, au début je comprenais pas trop la question, évidemment, parce que je suis con. Et après, je me suis dit, bon, alors, donc, il y en a, en fait, j'ai deux exemples de livres où ils m'ont incité à lire, enfin, voilà, et c'est tout simplement avec des coups de foudre, en fait. Je citerai n'importe quel livre, je sais plus c'est lequel le premier que j'ai lu, je crois que c'est Cassidy's Girl, de David Goodis. Quand j'ai découvert le premier roman de David Goodis que j'ai lu, j'ai su que j'allais tout lire de David Goodis. Donc, en fait, par ce livre, bah, il m'a fait le plus lire dans la mesure où c'était plié que j'allais acheter et lire tous ces livres. Donc voilà, ça m'avait fait pareil d'ailleurs avec Sioran. Je parlais de ma grand-mère, et quand ma grand-mère m'a offert ce livre de Sioran, je l'ai lu, je l'ai annoté, ce que je faisais jamais, enfin c'était très rare, même les ouvrages philosophiques, je veux dire.
que je fasse des annotations, j'aime pas trop ça. Et je me suis dit, il faut que je lise tout dessus, hein, et vite. Votre roman historique préféré, sincèrement, j'ai réfléchi, j'en ai pas. Je n'aime pas les romans historiques, j'en ai très peu lu, donc préféré, j'ai vraiment gambergé, et non. Votre premier véritable roman. Alors, je crois que je l'avais, celui-là, je suis retombé dessus, ouais. J'hésite, en fait. Je crois que le premier véritable roman, c'est Le Prince de Central Park. Et c'est celui-ci, dans cette édition-là. Voilà, c'était un truc qu'on donnait aux gamins. Je crois que j'ai eu ça, et en même temps, le Jonathan Livingstone, le goéland. Oh putain, ça c'était une lecture douloureuse. Qu'est-ce que j'ai souffert en lisant ce livre. Sûrement très bien, hein, mais alors, il se passe rien, que des réflexions, putain, c'était un cauchemar. Bref, et ça c'est un des premiers bouquins, au sens matériel presque, livres, que j'ai lu, d'ailleurs sans doute à la même époque que les petits Nicolas, hop, voilà, Conte de Grimm, Hans mon hérisson, qui est extraordinaire, hein. Alors si vous connaissez pas, parce que c'est pas un conte connu, hein, des frères Grimm, Hans mon hérisson, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Et voilà, donc ça, vous voyez, j'ai toujours le petit livre d'époque de ces collections, là. Le premier choc avec un classique, j'ai envie de dire les nouvelles, enfin la découverte des nouvelles d'Edgar Poe. On peut dire que c'est un classique quand même. Et là, ça a été un putain de choc, hein, la vache. Mais vraiment, un coup très violent. La bande dessinée ou le manga que vous préférez. Alors voilà, moi je suis pas manga du tout, donc ça c'est clair, j'en lis pas, jamais. Mais BD oui, mais finalement j'ai des goûts assez classiques en BD, et j'en lis très peu quand même, hein, faut être honnête. Mes BD préférés, je pense que si je regarde même chez moi, c'est Les Tuniques Bleues. Voilà, clairement. Les Tuniques Bleues, c'est là où j'ai le plus de bandes dessinées. J'adore Les Tuniques Bleues, c'est génial. Le livre qui vous a rendu fou, alors je comprends la question, mais aucun. Il y en a certains qui auraient pu, hein, mais le démon de Selby, par exemple, dont je vous ai fait la recommandation il n'y a pas très longtemps, qui est un de mes romans préférés. Si t'es un peu fragile, ça peut te rendre pas bien, je pense. Le livre qui vous a énervé, ah oui, alors celui-là, je l'ai là. C'est encore un livre de Jack Ketchum, c'est Red. Alors malheureusement, il n'existe pas de traduction française de ce livre. C'est-à-dire que vous pouvez voir, il y a les éloges de Stephen King, qui est un immense fan de Jack Ketchum, hein, alors vraiment. Et Red, c'est... d'ailleurs, le film aussi, il y a un film que j'ai en DVD, qui est l'adaptation de ce roman, extraordinaire. Et c'est une histoire tellement atroce qu'elle m'a énervé, effectivement. Mais c'est pas comment dire, le roman est fabuleux, c'est un livre que j'aime d'amour, mais ça m'a mis dans un état d'énervement par l'injustice de ce qui est décrit, enfin... T'es écœuré, tu lis ça, putain, t'as envie de... Bref, tu es énervé, voilà, totalement. Le livre que vous espérez lire bientôt, le prochain Bret Easton Ellis, hein, mais je crois qu'il va falloir être patient. Le livre qui mériterait d'être plus connu. Ah oui, alors là j'avais sorti ce livre-là que j'adore et que je trouve mériterait d'être plus connu. Bon, vous voyez, il est en poche, c'est pas non plus inconnu, hein. Mauvais Karma de Jason Starr, un de mes auteurs préférés j'allais dire de polar, parce qu'il est en section polar, mais pour moi c'est des romans noirs, mais pas forcément policiers, enfin c'est juste très amer, tout. D'ailleurs c'est un ami de Bret Easton Ellis, on comprend vite pourquoi quand on lit ses bouquins. Donc j'ai un Mauvais Karma ou La Ville Piège. Oh putain, celui-là il défonce aussi. Voilà, Jason Starr. Voilà, un mec extraordinaire que j'avais eu la chance avec ma chérie de rencontrer, prendre un verre avec lui quand on était à New York d'ailleurs. Voilà, qui était devenu un pote quasiment. Donc c'était complètement dingue. Et donc voilà pour le questionnaire que je t'aurais fait avec brio, peut-être pas exagéré, mais avec sincérité. Quel est ton classement des albums solo de Michael Jackson chez Epic, CBS, Sony, hors album post-mortem, bien sûr. Perso, mon classement est le même que l'ordre chronologique. Alors moi, non, pas du tout. Hein. C'est sûr que non. Dans la mesure où, par exemple, je déteste Invincible. Donc voilà. Et même... Blood on the Dance Floor, qui est pas vraiment un album, mais bon, c'est pas dans mon top. Donc moi je dirais mon classement, en tout cas de mes préférés, Thriller quand même, hein, Thriller. Ensuite Bad,
Ensuite, ah non, attends, c'est chaud, je sais pas, c'est compliqué. En fait, les 3 premiers, je les aime presque autant. The Thriller, Bad, Off the Wall, c'est vraiment, j'ai eu du... Je mettrais peut-être Off the Wall avant Bad quand même, en fait. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, je mettrais Dangerous, presque ex aequo avec History. Voilà, enfin, en gros, c'est mon classement top, mais voilà, Invisible, j'aime pas. Invincible, pardon, Invisible, le lapsus qui tue. As-tu déjà entendu parler du groupe néerlandais The Essence? Ce groupe qui a sévi entre 84 et 95 était considéré comme une imitation de Cure, même s'il avait son lot d'admirateurs. C'est très drôle parce que ma chérie m'en reparlait hier dans la voiture en revenant du cinéma, je crois, où on écoutait un groupe, j'ai oublié le nom, qu'elle m'a fait écouter, que je connaissais pas, et qui imite Depeche Mode. Mais on est entre le plagiat et le décalcomanie, mais il y a tous les détails. Vraiment, c'est à hurler de rire. Enfin, moi, je trouve ça drôle, mais c'est drôle choquant. Enfin, bon. Et du coup, elle me disait, tu te souviens de The Essence? Et moi, je connaissais pas The Essence. Et en fait, c'est mon épouse qui me l'a fait découvrir ce groupe il y a quelques années, qu'elle connaissait donc parce que tous les fans de Cure. Mais alors, pourtant, moi, j'ai fan de Cure, moi, mais j'ai pas entendu parler de ce groupe. Elle m'avait fait écouter un truc, c'était à hurler de rire. The Essence, c'était vraiment, c'était exagéré. Moi, ça me fascine un peu parce qu'en fait, je me dis, c'est des artistes qui n'ont aucune ambition artistique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur but, c'est pas du tout de créer une œuvre artistique ou de faire quelque chose de personnel ou de machin. C'est de dupliquer un truc, quoi. Je sais pas, comme des scientifiques presque. Je trouve ça très drôle, mais c'est horrible. Enfin, genre que la démarche, c'est ignoble. Suivais-tu la série américaine Sunset Beach qui date de la période de 97-99? C'était un soap opéra avec dialogue qui vont de pair, qui avait eu son succès en Europe, surtout en France, il me semble, mais n'avait pas marché aux États-Unis. Je n'ai jamais entendu parler de cette série Sunset Beach. Et là, je suis très surpris parce que j'en connais quand même énormément, même des séries que j'ai pas aimées, je veux dire. Je vois pas ce que c'est, carrément. J'ai l'impression que je rate pas un chef-d'œuvre, mais bon. Que penses-tu des documentaires de chaînes ou boîtes de prod comme Epan sur YouTube ou BAM en copro RMC Découverte? Pas sur la qualité des documentaires, mais sur le contenu, ce qui sous-entend que tu aurais été voir et pas juste survoler. Moi, je suis sceptique parmi les incroyants et au regard de l'évolution du monde actuellement, ça me gratte l'encéphale. Écoute, je ne connais pas du tout, voilà, mais pas du tout. Donc là, en plus, voilà, tu as raison, hein, tu précises, tu dis, c'est pas enfin, si c'est pour aller survoler, ça sert pas à grand chose. Est-ce que tu as été voir? Non, alors pas du tout, j'ai même pas survolé, tu vois. J'ai lu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Donc je connais pas du tout. Si y en a qui connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas. Et pourtant, je regarde des chaînes de docu, mais c'est plutôt des docu criminels. Ton top 3 des titres de Ghost, c'est très compliqué, mon top 3 des titres de Ghost, parce que y en a tellement que j'adore. Par contre, non, 3 chansons, c'est vraiment impossible. Je réfléchis quand même. Hein. Après, il y en a beaucoup qui seraient dans le premier album de Ghost, là. Opus Eponymous, ou Infestissumam. C'est là-dedans que tu vas trouver mes préférés. Même s'il y en a qui... Non, il y a dans Meliora... Enfin, non, alors c'est pas dans Meliora, justement, c'est dans l'édition collector que j'ai, d'ailleurs, de Meliora. Il y a un titre bonus qui s'appelle Zénith. Mais quel chef-d'œuvre! Mais qu'est-ce qui a pris Tobias de pas le sortir en single, même carrément? Je ne sais pas. Que penses-tu de Sun Chaser de Michael Cimino? Alors je l'ai pas revu depuis très longtemps. C'est sur ce médecin qui est pris en otage ou un truc comme ça, je ne sais plus, avec Woody Harrelson. Je crois que j'avais beaucoup aimé. En fait, tu me donnes très envie de le revoir. Quel est l'objet de ta pièce le plus précieux à tes yeux? Il y en a plein, hein. C'est compliqué d'en prendre un à part. Peut-être mon petit Goldorak d'enfance, d'un point de vue émotionnel. C'est un cadeau de ma mère, tout ça, quand j'étais petit, au milieu d'une enfance compliquée. Donc c'est peut-être l'objet voilà, qui m'est le plus précieux. Connais-tu le film Les Yeux sans visage? Bien évidemment, j'adore ce film. J'ai même revu il y a 2 ans, enfin je l'ai revu plein de fois, mais la dernière fois c'était il y a 2 ans, comme ça, Les Yeux sans visage, extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai tellement qu'une fierté que c'est un film que j'ai découvert grâce à la chanson hommage écrite par Billy Idol, Eyes Without a Face. Voilà, elle est sortie donc au début des années 80, je crois. Même si il parle d'un film et tout. Bon. Vu la série Outsider, d'après le roman de King, très réussi. Ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. C'était d'ailleurs, j'avais traîné les pieds, je sais pas pourquoi, je le sentais mal. C'est Fred, d'Étoiles et des Poils, qui avait insisté un petit peu en me disant non, mais vraiment, c'est pas mal. Et du coup, je l'ai écouté et bien m'en a pris. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment bien aimé.
Qu'est-ce que c'est ce petit écran télé derrière toi? Ça m'intrigue. Ah oui, alors j'ai regroupé parce que la question d'après, voilà, j'en ai eu 2 sur ce truc. J'adore la mini télé, à mon avis elle ne fonctionne pas, mais ce serait génial. Moi j'ai le premier Mac dans ma chambre, un truc compact qui dit hello et il s'allume mais ne fonctionne plus. Alors moi elles fonctionnent toutes les deux, j'en ai 2. Hein. Donc j'ai celle-ci là. Oh, tellement musclé, qu'est-ce qu'il est fort. Donc c'est voilà, une mini télé et je trouve ça tellement génial. En fait j'adore ça. Si je pouvais j'en aurais partout. Voilà, donc des années 80. Et hop, alors elle fonctionne parfaitement bien. Je l'ai essayé. Ouais, là vous avez tous les boutons. Alors elle fonctionne parfaitement bien. Il n'y a plus de comment dire, il n'y a plus de réseau, ouais, donc en fait elle ne capte rien, donc tu as de la neige. Alors par contre tu as de la neige, mais je crois que tu peux, non, si tu peux, si tu es un peu bricoleur, quoi, tu peux brancher, il y a des mecs qui font ça d'ailleurs sur YouTube, et tu peux avoir une image qui provient de ton téléphone ou d'autres choses, etc. Moi je m'amuse pas à ça, c'est juste pour l'objet que je trouve trop mignon, et trop génial. Mais je te confirme, pour avoir mis des piles, parce que celle-là elle a plus de piles, mais quand je les ai reçus pour vérifier qu'elles marchaient bien, je les avais remplis de piles et tout marche nickel parce qu'elle fait aussi radio, tout ça, etc. Et ma préférée, vraiment, c'est celle-ci qui n'existait qu'aux États-Unis. Donc voilà, une Sony Mega Watchman qui n'a jamais été commercialisée en France et que j'ai dû moi-même commander aux États-Unis il y a, je sais pas, sur eBay, hein, un vendeur. Il y a quelques années, parce que je la trouve, mais pour moi c'est un objet d'art. Cherchez pas à comprendre les gars. Donc là aussi, elle fait radio, télé, tout ça. Et là aussi, elle fonctionne impeccablement. Et là aussi, si j'avais que ça à foutre, je pourrais sans doute bricoler, trafiquer, pour qu'il y ait une image ici. Et voilà. Et donc là, si j'allume, il n'y a que de la neige. Celle-là, elle est très lourde. Je me demande si j'ai pas laissé des piles dedans. Eh ouais, regardez. Elle fonctionne, enfin elle fonctionne. Voilà. Donc là vous avez de la neige, mais bon avec la lampe que j'ai devant, c'est pas super clair, mais en tout cas elle marche très très bien. Très belle neige, magnifique. Putain, c'est lourd. En parlant de Good Boy, je ne sais pas si tu as vu le film norvégien, film très étrange avec un type propriétaire d'un chien, en fait d'un homme déguisé en chien. Je te le conseille vivement, c'est complètement timbré, 94% sur Rotten Tomatoes, c'est hallucinant. J'ai adoré. Moi, j'avais pas vraiment aimé. Par contre, j'en ai fait une vidéo que tu trouveras si tu vas sur ma playlist des critiques. Voilà, tu tapes Good Boy et elle va ressortir, voilà, j'imagine. Non, j'avais été vraiment très très déçu. Que penses-tu de la série culte des années 80, Un flic dans la mafia, avec sa bande son du générique absolument iconique? Elle reste pour beaucoup un souvenir inoubliable de cette époque. J'adorais Un flic dans la mafia. J'avais complètement oublié l'existence de cette série, il faudrait que je me la refasse. C'était trop bien. Dans 2 genres différents, j'ai vu 2 films sympas et voulais avoir ton avis. Il s'agit de Sonny Boy, film délirant et inclassable, et Southwind, film sur la mafia serbe avec de bons acteurs. Je connais aucun de ces 2 films, donc je vais me les noter sur ma liste. La bande dessinée, ça te parle? Parmi d'autres, Tardy, le premier truc qui me vient, Burma, ou encore Le Cri du Peuple. BD, tu sais, je suis pas pro. Hein, quand j'étais ado... Alors Tardy, je connais. Hein, mon père en avait, du coup, j'en avais lu quelques-uns, il semble. Mais sinon, j'étais plutôt Franck Margerin. J'aimais bien Lewis Trondheim aussi. Et aussi les 2 autres là qui faisaient... merde, le Zonard des Étoiles, la Quebra, tout ça. Enfin bref. Les Humanoïdes Associés, tous ces trucs-là... Margerin, tout ça. Au Hellfest cette année, Heilung, pour l'interrogation, du site expérimental, perso je conseille. Moi Heilung je ne connaissais pas du tout et c'est mon épouse qui était fan, enfin qui avait découvert et adoré et qui m'a invité à l'Olympia en 2022 à aller voir et je me suis pris une baffe monumentale. Donc c'est pas un truc que j'écouterais chez moi et tout, jamais, mais enfin, sur scène c'est magnifique, magnifique. J'ai adoré, vraiment je m'en souviens très très bien. Donc merci à elle d'ailleurs. Après je savais pas qu'ils étaient au Hellfest l'été prochain peut-être, c'est pas ouais, cette année tu dis. Ton avis sur Thelma et Louise et Invasion Los Angeles? Thelma et Louise, à l'époque c'était une vraie révolution, hein. Enfin un vrai choc.
Moi j'avais beaucoup aimé, c'est pas un film que j'adore, mais j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu une seule fois, tu vois. Invasion Los Angeles, évidemment, je l'ai revu, ça me parlait plus. Moi je trouve ça génial, le coup des lunettes, tout ça, enfin... Non, c'était excellent, excellent. Est-ce qu'après chaque sortie du Rocky, tu te rues sur tes haltères pour soulever de la fonte comme un fou furieux? Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est leur 5 minutes et puis j'arrête en attendant le prochain. Non, je fais pas du tout ça, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font. Hein. Non, moi, par contre, quand j'avais découvert Rocky 3, mais j'étais long gamin, j'avais 11 ans, comme ça, enfin, ça sortit quoi. Avec mon pote Tony, on s'était acheté des des gants de boxe rouges et on faisait semblant qu'on s'entraînait comme Rocky. Voilà. Non, mais c'était pas de la muscu ni rien, évidemment. Après, à 11 ans, tu sais que même en faisant de la muscu, tu vas pas développer le torse de Stallone. Hein. Donc bon. Quelle est ta relation avec les groupes de Britpop ayant connu une période faste dans les années 90 comme Pulp ou Suède? Alors Suède, en fait, moi ces groupes-là, aucune relation. Hein. J'ai jamais aimé. Je n'aime pas du tout. Voilà. Donc Suède, il y avait une seule chanson que j'aimais, et que j'ai d'ailleurs en maxi CD, c'est Can't Get Enough, que j'aimais beaucoup, à cause de la rythmique notamment. Pulp, j'ai toujours détesté. Le look, la musique, le chanteur, c'est un vrai connard. Je me souviens qu'il était venu foutre la merde à une performance de Michael enfin, c'est juste un abruti. Enfin, je sais pas, quels étaient les arguments. Il y avait un troisième groupe qui était aussi important du même mouvement, Blur. Blur, j'aimais pas non plus. Voilà. Mais j'aimais mieux quand même. Enfin, il y a quand même des chansons que j'aimais bien. Il y avait la chanson qui s'appelait Song 2. Oh, tuerie celle-là. Celle-là j'adorais, je me souviens. Voilà. Je suis en train de regarder la série Mindhunter pour la 3e fois. La vache. Et je me demandais si tu avais aimé certaines séries au point de les revisionner au fil des années. Ouais, carrément, ça nous est arrivé avec ma chérie. On s'est refait tout Dexter il y a 1 an ou 2, par exemple. Avant ça, on s'était refait tout Miami Vice. Encore avant ça, on s'était refait tout Magnum. Ouais, il y a des séries comme ça que je peux me revoir régulièrement en intégralité. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Regarde, pour le kiff, enfin, mais non, en fait, on s'était vraiment bien marré. On s'était même refait, mais là, c'était il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. On s'était refait l'intégralité des saisons de Pour l'amour du risque. Ouais, c'était génial. Connais-tu et aimes-tu Mesh et Solar Fake, deux groupes électro? Jamais entendu parler de ma vie. Toi aussi, es-tu attristé par la mort de Benny Harvey? Ouais, je suis attristé par la mort de Benny Harvey et je suis attristé aussi par le fait que beaucoup de gens, je trouve, ignorent son héritage et voilà, même son décès, même du coup. C'est un peu choquant, je trouve. Voilà. Donc, il est important, et je te remercie en fait, il est important de régulièrement faire un petit rappel pour tous ceux qui ignoreraient qu'il est décédé. RIP, Benny Harvey. Pourrais-tu donner ton avis sur Twilight Cabaret de Battle Beast? Non, car je ne connais pas du tout. Il faut que j'aille écouter. Je vais me le noter, je vais aller écouter. J'ai souvent entendu dire que dans les années 90, c'était presque honteux d'aimer Guns N' Roses, surtout après l'arrivée de Nirvana et du grunge. Toi qui connais la culture rock de cette époque, tu en penses quoi? Était-ce réel ou exagéré? Alors moi qui étais en même temps fan de Guns N' Roses et de Nirvana en pleine explosion du grunge, etc., oui, c'est très exagéré, on disait pas que c'était honteux d'aimer Guns N' Roses, non, ça l'a jamais été. Par contre, il y avait une petite guéguerre entre certains fans de Nirvana envers les fans de Guns, ça c'est vrai. Mais c'était la faute de Cobain, hein, c'est parce que Cobain, enfin c'est comme je disais dans la dernière vidéo, parce que Cobain en fait avait des propos haineux sur Axl Rose, sans aucune raison, enfin voilà. Et du coup, les fans un peu teubés qui écoutaient que du grunge par exemple, ils écoutaient un peu leur messie, et ils se disaient ah, faut détester tout ce qui est hard rock, ok. Donc bon, voilà. Après c'était aussi à travers son mépris de Guns, c'était le mépris de tout ce qui est mainstream, puisqu'à l'époque, faut quand même le savoir, même si ça semble fou aujourd'hui, mais Guns N' Roses était pratiquement le plus gros groupe du monde, enfin en termes de vente et tout, voilà. Mais non, il n'y avait pas de... Il y avait un peu de guéguerre, mais c'était pas... ça se ressentait pas dans les ventes, par exemple. Guns N' Roses vendait énormément, donc preuve que c'est pas honteux. Et Nirvana, tout autant. Donc, bref. Après, ça rejoint... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Enfin voilà, tout ça, c'était vraiment fabriqué un peu par les médias, je trouve, de l'époque, la presse notamment. Parce que, comme je disais, tous les groupes de grunge étaient fans de heavy metal, donc en fait, voilà. Et d'ailleurs, les quelques groupes de grunge où j'avais pas vu les retours sur la mort du guitariste de Kiss, quand j'ai fait mon dernier JDV, entre-temps, ils ont fait des posts magnifiques où ils sont tous effondrés, etc. Donc comme ça, vraiment, la messe est dite, quoi.
Dans un de tes derniers JDV, tu as affirmé que Kiss était le groupe ou artiste dont tu adorais le plus de chansons. Je te crois et en tant qu'immense fan, je serais carrément intéressé d'avoir la liste. Est-ce que tu pourrais nous la citer? Ce serait génial. Mais mec, si je te cite tous les titres que j'adore de Kiss de chaque album, il y en a pour une demi-heure, donc ça va être indigeste en JDV. Par contre, parce que j'ai reçu aussi quelques messages me demandant de faire une vidéo Kiss et moi, c'est vrai que j'en ai jamais fait. C'est une super idée. Et ta demande colle complètement à ça, mais dans cette vidéo là je vais essayer de la faire rapidement quand même du coup ouais, je suis sûr que ça pourrait intéresser surtout des fans de Kiss évidemment, mais peut-être même aussi des gens qui connaissent un peu moins bien. De toute façon je ferai une vidéo comme toujours destinée à tout le monde, enfin voilà, c'est pas du tout élitiste ni rien. Ah oui, alors parce que j'avais regroupé, j'ai eu 2-3 questions liées à Kiss que j'ai regroupées parce que je suis tellement compétent, laisse tomber. Et humble aussi, ça va avec, hein, souvent, ça va souvent avec. Je reconnais le génie du marketing de Kiss sur leurs produits dérivés et leur accorde d'être précurseur en termes de shows spectaculaires, mais musicalement c'est pas dingue. Et je... le mec a décidé, là je décide que musicalement c'est pas dingue. Et je pense qu'on exagère leur succès commercial, musical et leur influence artistique. Ok, écoute, tu as dit ce que tu avais à dire, voilà, je te souhaite une belle journée. Je sais pas quoi répondre, à part que oui, c'est ce que tu penses, mais c'est faux. Enfin, là par contre, c'est pas une question d'avis ou de sensibilité, et moi je fais toujours le distinguo entre voilà, le ressenti et à un moment quelque chose qui relève de l'objectivité. Et il y a un truc qui est relou, pour les gens comme toi par exemple, c'est les chiffres. Ah, c'est chiant les chiffres, qu'est-ce que c'est chiant? Parce que par exemple, c'est très compliqué de ne pas avoir eu un énorme succès commercial musical, comme tu dis, et de ne pas avoir eu une grande influence artistique en ayant vendu, alors selon les sources, hein, de sérieuses à très sérieuses, parce que moi sinon les autres trucs pas sérieux, je les prends pas en compte, en ayant vendu entre 130 et plus de 150 millions d'albums dans le monde. Voilà, c'est les chiffres reconnus de vente de Kiss. Parce qu'il y a un truc qui est chiant aussi, auquel t'as peut-être pas pensé, c'est que souvent, alors c'est bizarre, hein, mais c'est souvent, quand un album est vendu, c'est acheté en fait par quelqu'un qui aime le groupe et les chansons qui sont dessus. Ouais. Et parfois même, il l'écoute du coup les chansons. Ouais, voilà. Et après, parfois, ça l'influence aussi. Mais oui. Donc voilà. Donc je pense que quand tu as vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde, c'est que oui, c'est mathématique. Ta musique a eu une énorme influence et on peut parler. Je pense qu'on peut parler d'un succès musical commercial. Je pense. Hein, je pense que c'est pas exagéré. Voilà. Après, je pense aussi que tu es un peu un hater et que voilà, c'est juste pour dire de la merde. Parce que quand tu regardes les classements qui sont faits, par exemple, par les études de marché ou même des médias, même des gros magazines, genre Rolling Stone, comme ça, systématiquement, quand il y a des listes qui sont faites des plus grands groupes de rock de tous les temps, voilà, bah t'as Kiss, mais puis ils sont pas 49e, hein, évidemment. Et c'est pas sans raison. Voilà. Donc bon. Après, ça peut déplaire, hein, y a pas de souci. Hein. Alors, j'ai une autre question que j'ai mis à la chaîne. Triste pour Ace Frehley, mais Kiss a toujours été très surestimé, je trouve, et j'imagine que tu le sais, mais leur maquillage a été pompé sur celui du groupe The Undead dans le film Phantom of the Paradise. Alors ça, je l'avais collé cette question, mais elle m'a un peu chagriné, parce que en fait, j'ai eu une question presque similaire sur Facebook, il y a une semaine, un truc comme ça. Et je me demande si tu n'as pas vu cette question et que du coup tu as un peu posé quasi la même chose dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, ça ne me dérange pas, donc j'avais répondu d'ailleurs à cette personne sur Facebook, et je vais te répondre à peu près la même chose. C'est que il n'existe aucun lien prouvé entre le maquillage de Kiss et le film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Et de la même façon que tout à l'heure, les chiffres étaient chiants, hein, ça va, les chiffres c'est chiant. Il y a un autre truc qui est chiant, c'est les dates. Ah, les dates, c'est l'enfer. Mais carrément, mec. Bah, les dates, tu racontes de la merde et puis paf, les dates. Ah, mince, c'est chiant. Donc, les dates. Premier concert de Kiss avec full make-up. Donc, totalement maquillé, etc. C'est janvier 73. Et début du tournage du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma, c'est un an plus tard, décembre 73. Par ailleurs, février 74, sortie du premier album de Kiss, avec sur la pochette tout le groupe entièrement maquillé. Avant-première de Phantom of the Paradise, octobre de la même année. Donc des mois plus tard encore.
Encore après, quoi. Presque 2 ans après le premier concert de Kiss. Et là, voilà, et je parle de l'avant-première du film, donc c'est bien avant que le film soit un peu connu et qu'éventuellement des gens connaissent un peu le maquillage du groupe The Undead dans le film Phantom of the Paradise. Bref, donc voilà. Donc le maquillage de Kiss prédate, on pourrait dire, mais de beaucoup de films Phantom of the Paradise. Et là, c'est les faits. Voilà. Donc c'est impossible. Voilà. Voilà, c'est comme si tu me dis, je pense que Elvis Presley a été influencé par Michael Jackson. Après, par contre, il y a eu des rumeurs vaguement que The Undead, du coup, serait un clin d'œil à Kiss. Ça peut qu'être dans ce sens-là, hein, de toute façon. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est une coïncidence parce que Kiss était quand même très peu connu les premières années. Pas du tout connu au point d'influencer le réal, enfin pour qu'ils se disent... Donc voilà, donc je pense qu'il a voulu faire un truc un peu... Pierrot, Kabuki, enfin tout ça, et que du coup ça ressemblait, enfin je sais pas trop. Ou alors, c'est vrai que il y a quand même, enfin la coïncidence est un peu étonnante, mais bon, peu importe. Je sais qu'il y a un membre, je disais ça d'ailleurs sur Facebook en répondant à cette personne, je disais, il y a très longtemps j'avais lu un membre de l'équipe qui a bossé sur Phantom of the Paradise, et qui disait qu'il n'était pas impossible qu'à l'époque, De Palma soit tombé sur une photo en fait du très jeune groupe Kiss, avec le maquillage. Bon, ok, mais ça me semble un peu étonnant parce que Kiss était vraiment pas connu du tout, enfin il faisait des clubs, mais c'était pas... Voilà, enfin pour tomber sur une photo, alors d'abord il a fallu qu'il y ait des photos, il y en avait je crois, mais c'était très rare dans les petits journaux, enfin je ne sais pas, j'en sais rien, mais j'y crois pas trop, je pense que c'est une coïncidence et tout. Mais en tout cas, toutes les personnes qui disent qui ça pompé, c'est impossible, ça peut qu'être l'inverse. Et je vais conclure, les dates, les dates, putain, je vais conclure avec 4 teams que j'ai reçus. Team Bruce Lee ou Jackie Chan, aucune, parce qu'avec tout le respect et l'admiration que j'ai à l'homme Bruce Lee, j'aime aucun de ses films. Vraiment. Et je les ai tous vus pour ma culture générale à une époque, mais alors c'est tellement pas ma came, hein, j'y arrive pas du tout. Et Jackie Chan, c'est pas trop mon truc non plus. Pareil, hein, beaucoup de respect, alors, franchement, les deux, hein, en fait. Mais après, Jackie Chan, il y a des comédies d'action américaines qu'il a fait dans les années 90, tout ça, que j'aime vraiment bien. Et il y en avait une avec Chris Tucker, ou je sais plus quoi. Ouais, Jackie Chan, il y en a... Pour les films, Jackie Chan, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai vus, et qui m'ont fait beaucoup rire, et que je trouve vraiment bien écrit, enfin, très drôle et tout. Team Cissy DeVille ou Richie Sambora, choix impossible pour moi. Choix très compliqué pour moi aussi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, Cissy DeVille, donc, guitariste de Poison, et Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, jusqu'à il y a 15 ans, avant qu'il claque la porte très brutalement. J'adore les deux, ils ont des jeux très différents, des styles très différents. Après, voilà, ce serait bien vu de dire Sambora, parce que il est un peu plus grand public, on va dire, voilà. Cissy DeVille, je pense qu'il est très mésestimé, même si, en fait, dans le milieu des guitaristes, on réalise qu'ils vénèrent tous Cissy DeVille. Vraiment impressionnant. Pour son jeu, la qualité de son jeu. Et moi, je crois que je préfère le jeu de Cissy DeVille. Donc, à choisir, je crois que je préférerais lui, quoi. Team Windows, macOS ou Linux. Alors, Windows, de ouf. Même si j'ai commencé par macOS. Mes premiers ordi, c'était des Macintosh, tous. Mais j'ai basculé à cause d'Hervé, d'ailleurs, il me semble. Parce que mon pote Hervé, chez lui, il y avait Windows. Et moi, chez moi, j'avais Mac et tout, et du coup, c'était chiant, et lui, il se foutait de ma gueule. Parce que moi, je disais, oh putain, trop bien ton fond d'écran, ton machin, oh, trop bien, comment t'as fait ci, t'as fait ça, et lui me disait, c'est simple, j'ai fait comme ça et tout, et je disais, ah ouais, non, moi, sur mon Mac, je peux pas. Tout ce qui était customisation, mais même plein d'autres trucs, même, enfin bon, de toute façon, il y a un milliard de trucs que tu peux pas faire sur Mac, et Windows, tu peux tout faire, en fait, en gros. Team Use Your Illusion 1 ou Use Your Illusion 2, j'ai beaucoup de mal à départager les deux volumes, même si je crois que j'ai une petite préférence au niveau du track listing pour le 2. Voilà, mais bon, ça se joue à rien. J'adore ce double album. Enfin, c'est pas un double album, c'est 2 albums. Et voilà, c'était la dernière question reçue. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.